Est-ce qu'on peut vraiment transformer un iPhone en une caméra avec un rendu pro? Dans cette vidéo, je vais vous donner tous les réglages à mettre en place pour donner le meilleur des rendus avec l'iPhone. On verra des petites astuces de tournage, de montage aussi très important, pour justement faire passer une vidéo un peu toute simple à un espèce de petit banger. D'ailleurs, je vous donne aussi la lutte que j'ai utilisée pour toutes les vidéos que vous allez voir. Je vous donne également des rushs en plus pour que vous puissiez aussi vous entraîner si jamais vous n'avez pas trop de rush. Et on va voir que finalement, on n'a pas besoin de grand chose pour faire des plans plutôt très sympas. Il faut juste avoir les bonnes méthodes. Donc on est parti, voyons un peu ce que ça peut donner de filmer à l'iPhone. Bon, alors oui, on peut faire des plans assez incroyables avec un iPhone, mais pour moi ça va pas non plus remplacer une caméra pro. Certes, sa facilitation d'utilisation, la qualité aussi qu'on peut en sortir, et surtout le fait qu'il soit toujours dans notre poche, forcément en fait c'est un appareil qui est peut-être incontournable pour faire des vidéos, soit quand on n'a pas encore de budget pour une caméra, ou même d'ailleurs quand on en a une et qu'on veut juste des plans rapides quand on est en voyage, quand on est en vacances ou peu importe. Je suis très content de voir que plus on avance, plus le matériel est de moins en moins un problème pour faire de bonnes vidéos. Ça force justement un peu à se concentrer sur la composition, sur l'histoire, le travail de la lumière, et surtout ça permet de rendre accessible la vidéo et de pouvoir se lancer dedans même si on n'a pas vraiment un budget encore trop conséquent quoi. Ok, parlons rapidement de matériel. Alors moi pour toutes les vidéos que vous allez voir, j'ai souvent utilisé l'iPhone 16 Pro, aussi un petit peu l'iPhone 15. Donc en soi les techniques que je vais vous donner vont pouvoir être utilisées dans les iPhones qui sont aussi un petit peu avant. La seule chose qui va quand même pas mal faire la différence, c'est la possibilité ou non de pouvoir filmer en log. Le profil log, c'est un profil d'image quand on le regarde comme ça qui est tout grisé, tout désaturé, pas beau du tout. Sauf que c'est ce profil-là d'image qui garde un maximum de détails dans l'image. Et aussi, ça laisse un peu plus de place, on va dire, à la création quand on veut faire un petit peu retoucher les couleurs, donner un mood un petit peu sympa. Alors après, ça demande un peu plus de travail derrière, et encore, avec des luttes maintenant de conversion, ça se fait en un clic. D'ailleurs, je vous donne la mienne en description au passage. Mais à part un iPhone seul, moi personnellement, je prends pas plus d'accessoires que ça. J'ai pas de cage, j'ai pas de filtre ND, j'ai pas de micro ou de poignée externe pour tenir l'iPhone. Même si je sais que en soi, ça pourrait être un peu plus pratique, en fait, j'ai envie d'être le plus minimaliste possible. J'ai pas envie de m'encombrer avec pas mal d'accessoires, parce que si c'est le cas, autant que je prenne ma caméra. Là, je veux juste sortir mon téléphone, filmer rapidement et avoir des souvenirs ou faire des beaux plans. Alors, il y a quand même des petits accessoires qui vont être utiles. On en parlait un peu tout à l'heure sur les SSD, histoire d'enregistrer et que ça prenne pas trop de place. Mais dans l'idée, j'essaie d'être un maximum le plus minimaliste possible quand je shoot à l'iPhone. Ok, parlons des réglages maintenant, parce que c'est là aussi où tout va se jouer. Alors, en soi, pour filmer des vidéos avec le téléphone, on a plusieurs manières. Soit on passe par l'application native de l'iPhone, appareil photo classique, soit on passe par des applications tiers, notamment une qui est très connue, qui est Blackmagic. C'est une app qui est bien plus avancée, avec plein de paramètres qui sont très utiles, mais perso, c'est pas l'application que j'utilise le plus, parce que c'est un peu moins fluide, ça prend un peu plus de temps, le temps de l'ouvrir, etc. Et moi, dans mon type d'utilisation où il faut que ça aille vite, où je veux pas trop me prendre la tête, je préfère rester avec l'app classique de l'iPhone, ça me suffit largement. Mais force est de constater qu'un des gros intérêts d'utiliser Blackmagic, c'est qu'on peut enregistrer nos vidéos dans des codecs qui sont un peu plus légers, qui prennent moins de place, tout en filmant en log. Et ça, c'est un truc qu'on peut pas faire avec l'application, et donc forcément, la taille des fichiers va être un peu plus gros, ça risque de prendre un peu plus de poids sur le téléphone. Donc nous, dans un souci d'aller encore plus vite, sachant qu'il y a aussi des raccourcis justement pour filmer directement, on va utiliser l'application native. Honnêtement, ça fait très bien le travail et moi j'en suis très content. Donc on va aller directement dans nos réglages et on va aller chercher un peu plus bas appareil photo, et il y a pas mal de petites choses qu'on va changer. On va aller directement dans enregistrer une vidéo juste ici, et là on a pas mal du coup de choix de résolution et aussi de cadence d'image par seconde. Vous avez le choix. Moi en général, je vous avoue que je vais souvent utiliser 4K 30. Pourquoi? Parce que déjà, si je veux publier une story, c'est toujours mieux d'avoir un peu plus de framerate que de 4K 25, et aussi parce que ça me laisse le choix en post-production de ralentir un petit peu la vidéo. Vu que je suis sur une timeline de 25 images par seconde, je peux ralentir à 83,3% et ça me fait un léger ralenti. Ensuite, on va descendre, et là, ce qui va nous intéresser, c'est de bien décocher la vidéo HDR. Ça, je veux surtout pas le voir parce que ça donne cet effet justement un petit peu iPhone. Et nous, notre but, c'est essayer de faire ressembler notre iPhone à une caméra, donc on va le désactiver. On va ensuite bien cocher verrouiller la caméra, parce que ça va nous éviter de changer d'objectif automatiquement. De temps en temps, quand on fait de la macro, qu'on rapproche le téléphone, l'optique va changer et c'est pas beau, donc on verrouille bien la caméra. Et même chose aussi, on verrouille la balance des blancs tout en bas. Pourquoi? Parce que l'iPhone, vu qu'il fonctionne de manière automatique, si jamais vous allez changer d'endroit ou changer de teinte un petit peu la belle luminosité, vous risquez de passer d'un environnement chaud à un environnement froid, et ça va se voir parce qu'il va du coup le changer automatiquement. Donc moi je veux pas, quand je lance mon enregistrement, je veux que ça soit verrouillé, donc c'est pour ça que ça je le laisse activer. On va retourner en arrière, les autres réglages, ralentir
ralenti, cinématique, c'est les modes que je touche jamais. Le son, je laisse en stéréo. Par contre, très important, on va aller dans format. Et là, il y a pas mal de choses qui vont jouer. Alors déjà, on prend toujours le plus compatible parce que haute efficacité, c'est un codec qui est un peu plus compliqué à décrypter, qui n'est pas lu par tous les logiciels de montage. Donc globalement, le plus compatible, c'est pour moi le mieux. Mode photo, du coup, ça m'intéresse un peu moins. Par contre, là, très important, c'est cette petite touche-là, Apple ProRes. Donc on va évidemment l'activer. C'est le codec qui va nous donner, on va dire, la meilleure qualité d'image, mais c'est aussi le codec qui va nous permettre de déverrouiller l'encodage ProRes et de pouvoir choisir entre HDR ou log. Évidemment, nous, on va prendre log, on l'a vu un peu tout à l'heure, ça va nous donner une image un peu complexe, mais finalement, c'est celle qui nous donne la meilleure qualité possible. Parce que justement, le problème avec le profil standard, c'est que l'image est un peu trop nette, les couleurs sont un peu trop punchy, et en fait, je trouve simplement que quand tu filmes pas en log avec un iPhone, on a justement le rendu iPhone, parce qu'on shoot en standard, et donc ça se voit, c'est filmé au téléphone, alors que nous, on essaie justement que ça rende un peu mieux dans le style d'une caméra. Donc voilà, c'est un peu la grosse différence entre standard et log. Si vous avez le log, clairement c'est un plus. Si vous l'avez pas, c'est pas non plus si grave que ça. Mais sachez juste que voilà, pour avoir la meilleure qualité d'image, le log ça fait une petite différence quand même. Ensuite, on va derrière et on va aller dans conserver les réglages. Je laisse toujours cocher mode de caméra. Simplement, comme ça, si jamais je suis dans vidéo et que je suis dans log et que je quitte l'application, que je revienne, je serai exactement au même endroit. On descend un peu, commande macro, pareil, je le laisse activer au cas où pour éviter que ça change automatiquement. Ajustement d'exposition, très important de laisser cocher ça. Vous allez voir que c'est un petit réglage qu'on va changer au moment du tournage pour qu'on essaie de garder un maximum de qualité, surtout dans notre haute lumière. Donc on coche bien cette partie-là. Et ensuite, à la fin, je touche pas grand-chose si ce n'est Apple ProRes quand, pareil, quand je quitte l'application, quand ça s'éteint ou quoi que ce soit, je veux que ça reste en ProRes, sauf si je le coche ou je le décoche. Donc voilà les réglages que je garde dans cette partie-là. Donc on va descendre et on va dans composition et on va bien cocher grille. Ça va nous permettre d'avoir en fait notre règle des tiers pour pouvoir mettre justement notre sujet sur un des points d'intérêt. C'est plus facile dans la composition de notre plan. Même chose dans l'idée du niveau. Le niveau, ça va nous servir surtout à savoir si notre horizon est à peu près bien droite, si on filme pas un peu penché. Donc ça pareil, je vous recommande de le cocher. Et voilà, on est à la fin entre guillemets des réglages. Ça me permet de faire des vidéos pas trop mal. On aura quand même des petits réglages aussi à faire au moment du shooting. En fait, le seul problème qu'on a avec ces réglages là, surtout quand on filme en log, c'est que ça prend beaucoup de place assez vite. C'est un codec qui demande beaucoup d'espace parce qu'on garde beaucoup d'informations, mais aussi parce que c'est un codec qui est très peu compressé. Donc mine de rien, la place va se remplir très vite. Donc soit on achète un iPhone avec beaucoup de place, de stockage, avec plusieurs Tera, ça coûte assez bonbon. Ou alors si jamais on veut filmer en log, on peut aussi acheter un petit SSD. Moi j'ai testé justement le petit Lexar SSD de 1 Tera, je crois que c'est le Go qui s'appelle. C'est assez simple, ça vient juste se brancher juste ici. Ce qui est intéressant, c'est que c'est instantané, ça le reconnaît direct et ça permet de tout enregistrer dessus sans perdre d'espace de stockage sur notre téléphone. Ce que j'aime bien avec ce système, c'est qu'il n'y a pas de câble, il n'y a rien qui pend. Soit on peut le brancher directement sur l'iPhone, ou alors avec un petit bitonio, on peut le faire passer derrière, donc du coup il est moins dérangeant. Et je vous avoue que moi, ma grosse crainte, c'était justement la fragilité de cette partie-là, parce que mine de rien, on ne sait pas dans quoi notre iPhone peut taper, dans notre poche, quoi que ce soit. Et j'ai eu zéro souci. J'ai passé une semaine avec, il était quasiment tout le temps branché, et j'ai eu zéro problème, c'est très solide, j'ai pas eu peur que ça pète. La vitesse d'enregistrement et de transfert aussi est très rapide, ça reste un SSD, et ce qui fait que une fois que tu as fini de tourner, tu débranches le SSD de ton téléphone et tu le branches direct à l'ordinateur pour faire le transfert, et c'est hyper rapide. Le petit plus aussi, c'est que on a un pack avec le hub qui nous permet de connecter plusieurs accessoires en USB-C, et ça peut être pratique, notamment si on veut mettre justement un SSD, peut-être un micro et d'autres accessoires, si jamais on veut riguer un peu plus le téléphone. Faut faire un peu attention parce que ça draine un peu la batterie de l'iPhone quand il est branché, mais à part ça, sinon ça reste une solution hyper pratique. Je sais qu'ils ont également un autre SSD, celui-là est un peu plus gros, il me semble qu'il fait 2 Tera, et en fait il fonctionne en MagSafe, donc ça permet de venir connecter, bon là cette fois-ci c'est avec un câble, et du coup si jamais on veut avoir un SSD, pour le coup qui a encore plus un vrai SSD, parce qu'on peut l'utiliser pour notre ordi, avoir des débits un peu plus élevés, ça peut être pratique. Dans tous les cas, un SSD pour iPhone, c'est peut-être un des seuls accessoires que je recommande, simplement parce que quand tu filmes en log, ça se remplit assez vite. Et donc si jamais les produits Lexar vous intéressent, je vous les mets en description. Et en fonction de quand vous regardez la vidéo, je sais qu'ils ont pas mal de promos jusqu'à moins 20%, notamment sur cette fin d'année, donc ça peut valoir le coup. Ok, maintenant qu'on a le matériel et aussi qu'on a les réglages, on va pouvoir passer au tournage. Et j'ai quelques petites astuces à vous donner là-dessus. Alors l'iPhone fonctionne en auto, ce qui fait que si jamais vous changez d'endroit et il y a un changement d'exposition, il va adapter justement l'expo et ça va vite se voir à la vidéo, et ça fait très amateur. Donc c'est un peu un classique qu'on conseille très souvent, mais il faut bien penser à bloquer l'exposition en restant appuyé, en appuyant 2-3 secondes sur l'écran. Comme ça, même quand vous allez faire un mouvement, l'exposition ne va pas changer. On parlait de réglage d'exposition tout à l'heure. Je vous conseille de changer justement l'expo automatique, de le passer à moins 0,3, moins 0,7 pour garder un maximum d'informations, surtout dans les hautes lumières, parce que l'iPhone a tendance à un petit peu cramer justement le ciel ou quand il y a les lumières, des choses comme ça. Donc au moins ça va permettre de les protéger un peu.
peu et d'avoir une image un peu plus homogène. Ensuite, parlons un petit peu des conditions, on va dire, externes et extérieures. Alors ça, peu importe la caméra, vous aurez forcément un rendu beaucoup plus agréable à l'œil si vous filmez soit tôt le matin après le lever du soleil, ou alors 1 à 2 heures avant le coucher. Simplement parce que le soleil est plus bas, donc il y a plus de contraste et les couleurs sont un peu plus chaudes et plus agréables. Et aussi, généralement, c'est un peu plus joli. En fait, c'est surtout qu'il faut éviter de filmer quand le soleil est au zénith, parce que simplement, ça va faire des ombres pas très jolies et c'est à ce moment-là que c'est le moins beau pour filmer. Par contre, très important, évitez de filmer direct face au soleil. En soi, ça rend bien et en vrai, la plupart des plans peuvent être sympas. C'est juste que le défaut qu'ont les iPhones et même d'autres téléphones, c'est justement les lentilles. On va avoir ce qu'on appelle un espèce de flair. Et vu que l'iPhone stabilise extrêmement bien les plans, on va avoir un plan, un rush qui bouge pas. Par contre, on va avoir un petit défaut là qui se balade dans le cadre. Et ça, justement, c'est dû au reflet du soleil qui vient taper dans les lentilles et qui fait justement ce qu'on appelle un flair. Donc si vous pouvez, essayer de cacher le soleil avec un objet, un arbre ou autre, sauf si voilà, ce petit truc là vous dérange pas, mais globalement je trouve ça un peu perturbant parce que la vidéo bouge pas et ce truc là il se balade un peu partout. Alors aussi essayez d'avoir un maximum l'horizon droite, ça aussi c'est un truc qui fait un peu amateur d'avoir l'horizon tordu, sauf si c'est fait exprès pour justement donner un petit peu un sentiment d'inconfort, mais en général pour le type de vidéo qu'on va faire à l'iPhone, on essaye quand même de bien garder l'horizon droite pour que ça soit pas trop perturbant. Également c'est un truc qu'on pense pas forcément aussi, mais essayez de faire des petits mouvements, soit d'arrière en avant, soit de gauche vers la droite ou inversement, ou même de bas en haut. En fait, l'idée c'est d'avoir un premier plan et de bouger pour qu'il y ait un espèce, un peu d'effet de parallaxe ou de 3D, que votre premier plan bouge plus rapidement que l'arrière-plan. Et c'est surtout qu'en général, un amateur ou quelqu'un qui n'a pas trop l'habitude de filmer des vidéos, lui il va filmer son plan à hauteur d'yeux et il va pas du tout bouger. Voilà, nous si on veut faire un peu de différence, on va essayer de varier un peu plus les mouvements, de varier les angles, d'essayer de se baisser un petit peu ou alors de filmer à des endroits que les gens n'ont pas l'habitude de faire. Dans l'idée, vous pouvez aussi essayer de mettre un premier plan. L'idée, c'est de trouver quelque chose assez proche de l'écran pour que ça soit un peu en flou. Et ça peut être soit une plante, un poteau ou peu importe. Là, pareil, ça va donner une notion de perspective avec un premier plan, votre sujet et pourquoi pas un arrière-plan. Donc ça aussi, c'est assez plaisant à l'œil. Et dernier point, varier les focales. Donc essayez de passer de l'objectif standard x1 au grand angle à x0,5 ou alors voir même le téléobjectif à x3, x5. Ce qui est sûr, c'est que utilisez toujours le zoom optique, mais pas le zoom numérique. Allez pas sur votre zoom standard, passez en x2 parce qu'en fait lui il va cropper dans l'image et forcément ça va se voir dans la qualité, ça va la détériorer. Donc utilisez seulement les zooms optiques que vous avez. Maintenant, la plupart des pros en ont 3. Maintenant, si vous en avez un peu plus ancien, peut-être restez sur l'objectif standard parce que c'est celui qui a la meilleure qualité possible. Mais si vous l'avez, n'hésitez pas à varier un petit peu les focales. Plus on avance, plus justement les zooms et même le grand angle est de plus en plus quali. Donc ça permet un peu de dynamiser la vidéo et le fait de ne pas avoir le même angle tout le temps. Ok, on a fait des beaux plans, c'est pas mal, on est quasiment à la moitié du chemin. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On arrive à la partie de montage, clairement c'est là où ça va se dessiner, c'est là où vous allez faire quelque chose qui va sortir du lot ou pas, justement, ça va être un peu classique. Donc dans l'idée, c'est quand même mieux de monter sur un ordinateur. Vous pouvez le faire sur votre téléphone, mais vous aurez beaucoup plus d'options sur ordinateur. Encore plus si vous avez filmé en log, simplement parce qu'il va falloir le traiter et c'est mieux d'avoir un écran un peu plus grand. Donc il existe beaucoup de logiciels de montage, mais si jamais on veut donner un look et surtout, on va dire, payer le moins cher possible, le mieux ça reste DaVinci. C'est aujourd'hui le logiciel qui est le plus complet et qui est le plus intéressant d'un point de vue rapport qualité-prix. Si jamais vous vous lancez dans le montage et que vous n'êtes pas hyper à l'aise avec ce genre d'outils, j'ai un tuto d'1 heure, 1h20 je crois sur le logiciel où on vous revoit justement toutes les bases, où je vous apprends toutes les parties d'un montage. Donc on va passer toutes les étapes des rushs, d'assemblage, etc. parce que là on va se concentrer sur la colo, parce que c'est à cet endroit-là que la magie opère. Donc nous on va aller directement dans la partie étalonnage et du coup on va voir différentes manières. Donc là on voit quand même qu'on a un rush qui est très désaturé, bon c'est un rush qui est en log, et du coup nous ce qu'on va vouloir faire c'est le faire passer en Rec 709. En gros ça veut dire qu'on va lui redonner vie. Pour ça on a plusieurs options. La première c'est soit on passe par une lutte, donc là typiquement on vient le glisser sur notre note, et là boum, on voit la différence, directement le plan on lui redonne vie. C'est une bonne option, mais c'est pour moi pas la meilleure. La deuxième manière c'est de le faire à la main, donc là ça demande un peu plus de connaissances, et globalement c'est des choses qu'on fait quand on est un peu plus avancé. L'idée c'est de rajouter un peu de contraste et de venir aussi mettre forcément un peu plus de saturation. Mais c'est pas la méthode la plus rapide, alors que DaVinci propose un truc qui est très très bien, qui va le faire en fait de manière automatique. Donc pour ça on va aller dans Effets et on va aller chercher Conversion d'espace colorimétrique. On va le glisser dessus et là on va modifier quelques paramètres. Ici on va mettre Rec 2020. Ensuite, on va aller chercher l'Apple Log parce que du coup, DaVinci sait qu'il y a Apple Log et il l'a intégré dans le logiciel. Ensuite, en bas, on va venir chercher Rec 709 et on va terminer par le gamma. On va le passer en 2.4.
Hop. Et là maintenant, on est sûr que techniquement, en tout cas le logiciel a bien analysé quel type de log c'était et du coup a fait la conversion. Ça nous permet en quelques clics de passer à un rush log, un rush on va dire normal. Donc là globalement, on pourrait se dire que le plan me semble pas trop mal. On pourrait s'arrêter là-dessus. Maintenant, ça reste un rush classique. Nous, on veut apporter un mood, un truc un peu plus sympa. Donc on va créer un nouveau nœud juste après. Et par exemple, on peut mettre, c'est à ce moment-là qu'on peut mettre une lutte de look. Donc typiquement, moi je vous donne une lutte qui est en description. Donc c'était celle-ci, paf. Déjà, on a un rendu qui est pas trop mal. Je la trouve un peu forte, donc je vais venir la réduire un petit peu. Je vais la mettre autour des 50. Et là, si on voit un avant-après, hop, ça donne tout de suite un look un peu plus chaud. Moi, c'est des teintes et des couleurs que j'aime beaucoup utiliser. Donc cette lutte-là, j'utilise énormément. Et là, déjà, on a un look un peu différent qui sort un peu du lot. Je peux vous le montrer aussi sur un autre plan pour voir à peu près la différence. Hop. Là, on a un mood un peu plus sympa. Maintenant, on peut faire encore plus. Si vous avez la version studio de DaVinci, il y a un truc qui peut être pas mal aussi, c'est d'utiliser le Film Look Creator. Donc là, ça va vous donner un mood un petit peu d'ancienne pellicule. On a pas mal de choix différents et c'est surtout qu'on a plein de réglages qui sont très intéressants. Le bloom, le halo, des choses comme ça. Ça peut être pratique à voir si vous aimez le style un petit peu vintage, etc. Mais si vous avez la version studio qui est la version payante du coup de DaVinci, ça peut être bien. J'utilise pas tant que ça non plus. Moi, en général, je le fais plutôt à la main. Donc, ce que je fais, c'est que je vais mettre ma lutte à la fin. Je vais baisser un petit peu l'intensité, on va dire par là. Et entre les deux, je vais rajouter quelques petites choses. Donc, ce qu'on pourra se mettre, c'est justement de l'halo. Ça, c'est un effet que j'adore utiliser. Hop, on vient le mettre juste ici. Et si je vous montre l'avant-après, vous voyez, dans les hautes lumières, ça va en fait un peu plus pousser les hautes lumières. Ça va donner ce look aussi un petit peu vintage que moi, personnellement, je trouve très sympa. Et j'aime beaucoup cet effet-là. On peut aussi le modifier, changer le seuil, etc. Mais globalement, je trouve que par défaut, ça fonctionne bien. Et si je le mets, par exemple, dans d'autres plans, hop, et on peut voir que ça rend aussi pas trop mal. J'aime vraiment bien l'idée. En fait, c'est assez subtil, mais ça apporte, je trouve, en fait ça joue beaucoup sur les hautes lumières, et moi c'est un effet qui me plaît pas mal. On pourrait pourquoi pas aller chercher du grain, ça aussi c'est un effet qui se fait pas mal. Je sais pas si vous allez le voir là sur la vidéo YouTube, mais on peut changer, on va le mettre en 35 mm, hop. Ça va en fait rajouter un espèce de petit grain sur la vidéo, ça va être assez compliqué je pense de le voir, mais du coup c'est sympa, ça donne ce look aussi un petit peu rétro. Et évidemment là je vous montre que la partie on va dire de look, mais logiquement on aura dû travailler un peu plus notre plan pour peut-être faire remonter un poil les tons moyens, enfin faire ce qu'on appelle une correction colorimétrique, et ça du coup c'est un tout autre sujet. Et donc là mine de rien en quelques clics on est passé à un plan qui était on va dire peut-être un peu plus lambda, à quelque chose de beaucoup plus sympa, donc qui redonne vie. Et évidemment là je le fais rapidement, mais c'est un peu toute la magie de l'étalonnage, c'est qu'on peut passer autant de temps qu'on veut, on peut mettre plein d'effets partout, et c'est là où on peut vraiment faire parler notre créativité, tester des choses, changer un petit peu les teintes aussi de couleurs. C'est un peu un de ces moments là où justement faut être créatif, ça vient évidemment avec le temps, avec l'expérience, mais déjà on a vu que même en quelques clics on peut très rapidement faire passer à un rush plutôt lambda, plutôt classique, à quelque chose qui a un peu plus de saveur, un peu plus de caractère. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que si on regarde les plans, on pourrait se poser la question si ça a été filmé avec un iPhone ou avec une caméra. Et moi c'est ça que je cherche à avoir justement avec le rendu un peu iPhone, c'est essayer de trouver un moyen qu'on sache pas trop différencier si c'est une caméra ou un téléphone. Il y a plein de situations où on verra la différence, en basse lumière, avec le flou d'arrière-plan, tout ce que vous voulez, mais le but, c'est justement essayer de rapprocher la limite un peu entre les deux le plus possible. Donc dans tous les cas, ça prend forcément un peu de temps à maîtriser toutes ces parties et aussi à maîtriser la partie un peu montage et étalonnage. C'est aussi pour ça que je vous donne gratuitement pas mal de rushs en description et aussi une de mes luttes pour que vous puissiez vous entraîner avec le log. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à me le dire en commentaire, c'est ce qui m'aide le plus. Et on se dit à la semaine prochaine dans une autre vidéo. La bise!